Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement, peu à peu, vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, un fonctionnement universel dont nous avons déjà construit les structures, les bases, avec l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, les, les règlements internationaux pour le patrimoine mondial, etc. Voilà. Et donc, pour démontrer la pertinence de cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre de temps en temps. Voilà. Et là, ce fut le cas avec cet ouvrage que j'ai chiné à l'Armée du Salut. René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. C'est un ouvrage qu'il a écrit en 1991. Il a été publié en 1991. Et donc, il s'intéresse à l'évolution du concept d'humanité à travers l'humanité, justement. Et comme René Jean Dupuy était un juriste, un éminent juriste, humaniste, on va dire, et humaniste et donc qu'il s'intéressait au droit international, donc à toute cette création qui a été mise en œuvre au XXe siècle. Hein, ça a été un passage énorme vers l'unification, vers notre unification, même si pour l'instant ces structures ne sont pas encore tout à fait efficaces. Elles sont encore un peu... elles n'ont pas trouvé elles n'ont pas atteint leur état de puissance, de pouvoir. L'ONU, par exemple, est encore sous la coupe de certaines autres forces, alors qu'il doit devenir la force prioritaire à laquelle toutes les autres nations font allégeance. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça le deviendra, voilà, c'est le principe de l'évolution. Il faudra encore des décennies, peut-être des siècles, mais on atteindra cet état-là. Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends cet ouvrage et puis jusqu'à présent, je le lis et je le commente et je le découvre en même temps que je le lis. J'arrive vers la fin de l'ouvrage. Hein. Alors, je vais continuer, je reprends ma lecture où j'en étais. Là, on travaillait un petit peu sur l'idée de la nature méprisée. C'était les rapports que l'homme entretient avec la nature ont évolué au cours des temps. Alors, l'humanité délègue. La sauvegarde du bien commun universel. Alors, déjà, cette idée de bien commun universel, on voit bien que il y a 30 000 ans, on n'était pas du tout cette idée-là n'avait pas émergé. Il y a 10 000 ans, elle n'avait pas émergé. Il y a 5 000 ans, il y a 1000 ans, il y a 300 ans, on n'était pas encore sur ce principe-là. Donc on voit bien que l'évolution de l'humanité va vers cette unification. Tout cela démontre ça. Alors, la sauvegarde du bien commun universel assigne à l'exercice du pouvoir étatique une finalité: prévenir les pollutions, respecter, voire rétablir des équilibres écologiques à l'intérieur de ses frontières. Donc en 1991, le mur de Berlin était en train de tomber, il était tombé, le communisme était en train de rendre l'âme, et on partait sur un modèle libéral
qui s'est transformé en néolibéralisme, on pourrait même dire un ultralibéralisme, et avec les avantages et les inconvénients que nous connaissons depuis 30 ans, voilà, et dont l'humanité, à mon sens, cherche à sortir et commence à sortir. La souveraineté cède ainsi la place à des compétences fonctionnalisées. Telle est du moins la conclusion à tirer de la déclaration de principes et du programme d'action adopté à Stockholm pour inciter les États à s'affranchir des réflexes archaïques de l'individualisme et à se situer dans une perspective communautaire, passer au niveau mondial, au niveau transcender le national, les nations. Donc sortir des nations pour avoir une vision planétaire, communautaire, c'est-à-dire entièrement de la communauté humaine. La souveraineté, notion forgée dans un temps où les États étaient maîtres de contracter ou de s'ignorer, n'est pas sensible à l'interdépendance écologique ni à la solidarité qu'elle prescrit entre nations. Voilà, jusqu'à présent, les nations étaient bien posées sur elles-mêmes. On ne devait pas s'ingérer dans leur façon de penser, de vivre, de gérer leurs matières premières, de gérer leur environnement, etc. Et là, on commençait déjà à percevoir que ça n'était plus possible. Et pourtant, c'était le tout début. Hein. Donc, je pense que René Jean Dupuy commençait à percevoir cette évolution qui allait aller vraiment vers quelque chose qui allait dépasser les États. Les nations devaient se mettre au diapason du bien commun, de l'humanité en somme. Donc, ce régime ne correspond plus au système de cohabitation que l'exiguïté du monde impose désormais à toutes. Dès lors, si un gouvernement, en ne protégeant pas son environnement, menace celui des autres, il perd sa légitimité. Et c'était exactement là, à cette époque-là, il y a eu Tchernobyl. Et Tchernobyl a montré que ce nuage, il allait avoir des répercussions non seulement à l'est, mais à l'ouest, etc. Et allait se répandre. Et donc on se rend compte, et le problème s'est accentué depuis. En 30 ans, on voit tout ce qui s'est dégradé encore plus, c'est-à-dire que le climat se réchauffe, les mers commencent à monter, donc le problème devient vraiment universel. Et l'humanité devra gérer ce problème de façon universelle. Et donc, on ne peut plus évoluer sur l'antagonisme, parce que l'antagonisme, ou refaire des rideaux de fer, comme on avait vécu, et comme là actuellement les pouvoirs cherchent à recommencer, à remettre en place un rideau de fer entre le monde émergent et puis voilà, même si c'est plus précisément derrière la Russie, etc. Mais on voit bien qu'on ne pourra pas s'imposer ce genre de relation, parce que la Russie alors peut faire ce qu'elle veut dans son coin avec ses forêts qui font partie du poumon du monde. Donc on voit bien qu'on ne peut pas se retourner vers soi-même. On ne peut pas dire America First. On peut pas. Tout ça, ça devient complètement obsolète. Et même si il y a un petit retour comme ça en arrière, un petit recul avec la guerre qu'on est en train de vivre, mais je pense que même si ça neutralise un peu l'humanité sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être, c'est ce qui va se passer, mais au final, ça devra être dépassé et on ira un peu plus loin encore vers l'unité et vers le fait de regarder la planète sur l'ensemble. Donc, je vais un peu plus loin. Canaliser ces états
dans la gestion de leurs ressources écologiques dans l'intérêt de l'ensemble de la cité terrestre. N'est-ce point intégrer ces ressources dans le patrimoine commun de l'humanité? C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que progressivement, tout ce qui appartient, tout ce qui est sur cette terre est en train de glisser vers le patrimoine commun de l'humanité. Et à terme, ça sera ça. Et en fait, le principe national sera dépassé, évidemment. Donc, l'idée d'un gouvernement, d'une gestion planétaire de l'ensemble de l'humanité, de la planète, des hommes comme des ressources, etc. Et c'est l'horizon de l'humanité. Évidemment, on arrivera à un salaire minimum, à un salaire universel d'existence. On arrivera à écarter complètement l'obsolescence programmée. Donc on n'aura pas besoin de créer des objets. On cherchera à comprendre qu'est-ce qui est le mieux pour les hommes, pour le bonheur des hommes. Est-ce que voilà, on va commencer à travailler sur non pas la profusion, non pas le développement pour le développement, mais pour le bonheur. Alors pour le bonheur des hommes, est-ce que le fait de faire des écrans de 4 mètres de large, ou je ne sais pas, enfin bref, d'aller dans un... de travailler sur l'individualité, est-ce que c'est ça qui va être la logique de l'évolution? À mon sens, si on travaille sur le bonheur, il y a des tas de branches de création qui vont disparaître, qui n'auront plus lieu d'être en réalité. Voilà, bon, bref. Allez, la déclaration de Stockholm n'utilise pas l'expression, mais son contexte la suppose. Alors, tac, où est-ce qu'on en est là? Dès le premier article apparaît un élément essentiel de la notion. L'homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations futures. La déclaration de Stockholm. Et ça, c'est quelque chose de majeur. C'est-à-dire que l'égoïsme, c'est fini. Et on voit, sur la vidéo précédente, je viens d'en parler, l'égoïsme, c'est justement aller décider de freiner l'évolution vers les énergies propres, renouvelables, pour pouvoir profiter encore un peu des énergies fossiles, des énergies sales en fait. Essayer de garder la structure de ce néolibéralisme parce qu'il fait vivre tout un tas de monde, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent sur ce modèle-là. Par exemple, la diffusion des armements, etc. L'industrie d'armement, elle n'a plus lieu d'être quelque chose en progrès. C'est quand on voit au point où nous en sommes, nous ne sommes plus à ce moment dans l'antagonisme et non seulement un frein, mais en plus un recul par rapport à ce que l'humanité maintenant a à gérer sur cette planète. Et donc, c'est clair que si on pense aux générations futures, ben, on fait régresser l'industrie d'armement au profit de l'industrie de l'écologie, etc. On fait régresser l'industrie des voitures et de tout ce qui fonctionne au pétrole, etc., au profit des transports en commun, au profit des transports en commun ultra clean, etc., de tisser, comme on a tissé la toile Internet
sur cette planète, de tisser la même toile en transport commun, en, en truc pour pouvoir marcher sur toute cette planète. Les voies vertes, ça devra être complètement constellé et qu'à chaque fois, il y a qu'on construise des endroits où les gens pourront s'arrêter, se trouver le gîte, le couvert, etc. Donc on va partir vers cette voie-là. Alors on voit bien qu'elle est déjà à l'œuvre, cette voie. Hein. Elle est en train de... Mais elle est marginale par rapport au reste. Alors maintenant, est-ce qu'on a le temps de rester dans cette évolution progressive lente, ou est-ce que le danger va nous obliger à accélérer justement le bien et le bon commun pour l'humanité? Qu'est-ce qui va se décider? On verra. Alors, et selon l'article suivant, les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore, la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que le néolibéralisme a complètement, pendant 30 ans, là, maintenant on repart un peu vers l'écologie, mais cette idée d'écologie qui commençait à poindre dans les années 90, parce que justement il y avait un équilibre entre deux forces, les forces communistes qui étaient un peu sur la fraternité, sur l'idée d'universalité, et puis les forces capitalistes de l'autre côté, qui étaient sur l'idée d'individualité, de progrès pécunier, etc., etc. Et on voit à quel point ces 30 années-là, si elles ont permis à la mondialisation de prendre un essor énorme, de tisser des liens comme ça au niveau du marché, au niveau de la circulation des choses, des denrées, etc. C'était très important. Il n'a pas mis l'accent sur justement l'écosystème, l'écosystème naturel, etc., sur la préservation de l'air, de l'eau, etc. Pas suffisamment. Ça se fait, mais ça ne se fait pas suffisamment. C'est quelque chose qui est en devenir. On sent bien que maintenant, ça y est, on est parti dans cette voie-là. Alors, référence à la double nature interspatiale et intertemporelle de l'humanité qui, on le sait, réduit les gestionnaires de ce jour à la condition d'intendants responsables à l'égard de ceux qui viendront. Responsabilité terrible. Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, dit un proverbe de l'Inde. Nous l'avons empruntée à nos enfants. Voilà. Et toutes ces sagesses des peuples premiers, l'enfant turbulent qu'est l'Occident, on va dire que sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'enfant en pleine crise d'adolescence. Alors oui, il est plein d'énergie depuis 100 ans. Il a envie de créer, il a envie de surpasser le père, et depuis 100 ans, il méprise le père symbolique que sont les peuples premiers, les grandes civilisations. Il leur dit non, tu comprends rien, laisse-moi faire, c'est comme ça qu'on doit construire les choses. Voilà exactement ce qui se passe avec l'excès d'énergie constructrice du néolibéralisme, qui est sourd à ces grandes valeurs qui sont là. Ce proverbe indien, il est extraordinaire. Voilà, il date sans doute de 3-4 000 ans en arrière. Donc on voit bien à quel point il y a
une, quelque chose de puissant sur l'humanité. Ce patrimoine de l'humanité postule au moins le devoir de conservation de la ressource, principe qui se retrouve dans diverses conventions, comme celle qui, en 1979, déclare la faune sauvage dans ses formes innombrables un élément irremplaçable des systèmes naturels, ou aussi bien comme la Charte mondiale de la nature adoptée en 1982. Ainsi s'instaure une philosophie qui acquiert l'égalité entre les générations, donc l'humanité tout entière. Et c'est là où ma théorie est avant-gardiste, parce qu'en fait, elle démontre que chaque être humain qui sont passés sur cette planète et ceux qui adviendront pour aller jusqu'à l'ultime perfection, tous sont des ouvriers à part entière de l'humanité. Qu'ils soient nés dans un clan Guarani au milieu de la forêt amazonienne, qu'ils soient nés chez les Inuits, qu'ils soient nés chez les aborigènes, qu'ils soient nés en Afrique, qu'ils soient nés en Europe, qu'ils soient nés aux États-Unis, chaque être humain qui passe sur cette planète ne fait qu'une chose fondamentale, c'est donner sa vie entière de quelque manière que ce soit, il donne sa vie à l'évolution de l'humanité. Et le transgressant, le voyou, comme le juge. Le SDF comme celui qui écrit sur le SDF. Voilà. Comme le sociologue qui va étudier cette chose-là. Le malade mental comme le QI, etc. Voilà. Chaque être humain est à égalité. Qu'on vive un jour ou qu'on vive 100 ans, c'est la même chose. On a donné entièrement notre existence à l'humanité. Et de façon totalement altruiste. Parce que tout ce qu'on fait sur cette planète, c'est travailler à cette humanité en croyant travailler pour soi, travailler pour son clan, travailler pour sa famille, travailler pour son village, sa nation ou sa communauté religieuse. En réalité, on ne travaille que pour l'humanité. Voilà. C'est le... Et bon, je le démontre sur la mécanique universelle. Donc, en fait, ça transcende cette génération. Ceux qui viennent après nous sont les mêmes que nous, qui sont les mêmes que les hommes qui étaient là il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans. Voilà. À partir du moment où on s'est décalé des autres primates, génétiquement, qu'on a constitué une humanité, on a agi par notre existence seule, on a agi sur l'humanité. Et de la même façon qu'un battement d'aile de ce côté du monde fait une tempête de l'autre côté de la planète, ben, c'est pareil, voilà, qu'un sourire, donner, je ne sais pas, un cri, n'importe quoi, a son influence sur l'humanité. Voilà. Et si on distingue les choses en disant, ben tiens, lui, il a fait plus de choses que l'autre, etc., pour la planète, pour l'humanité, ou il le fait mieux, c'est juste une technique, c'est juste c'est un principe d'évolution, mais c'est une illusion en fait. On a besoin de ça, on a besoin d'être en compétition, on a besoin de se sentir meilleur, plus riche, plus fort, plus vite, etc., etc. Parce que c'est quelque chose qui nous stimule, qui stimule la créativité. Mais en règle générale, en réalité, je démontre bien que chaque être humain est absolument identique et apporte à l'humanité exactement la même chose qu'autrui. Le chef de l'État comme celle qui fait le ménage ou celui qui fait le ménage dans son bureau.
voilà, le Bill Gates est celui qui mendie à la porte de sa maison. Voilà. Ils auront donné exactement la même chose, c'est-à-dire leur vie entière à l'humanité. Voilà. Et il n'y a pas de différence pour l'évolution de l'humanité dont le seul but, c'est d'atteindre cet état de perfection. Donc tout le reste, c'est juste de la construction, comme pour un être humain. Les passages successifs de notre existence, de l'enfance, de l'adolescence. Voilà, l'adolescence, c'est pas, on n'est pas fait pour rester dans l'adolescence. C'est un passage. On n'est pas fait pour rester dans l'enfance. On n'est pas fait pour rester bébé. Donc, bébé, c'est pour atteindre cet état, pour avoir réalisé cette existence et atteindre la sérénité de l'âge serein, quoi. Voilà, en réalité. Voilà, donc, euh, alors l'humanité gère. Qu'est-ce qu'elle gère? De la conservation de la biosphère dépend non le bien-être, mais la survie de l'espèce humaine. Maintenant, on est conscient de ça. Voilà, on est conscient que nous devons, voilà, à la télévision, ce qui se passe là. Il y a des êtres humains qui doivent vivre ce qu'on est en train de montrer, des gens qui cassent des cailloux quelque part, etc. Eh bien, ils sont absolument égaux à la réunion voilà, ces huit personnes-là apportent autant à l'humanité que les huit chefs d'État qui se réunissent au G8, là, au G7, au G8, je ne sais pas. Voilà, c'est exactement pareil. Et l'humanité va prendre conscience de ça, progressivement. C'est pas pour rien qu'on dégrade complètement le protocole politique où on avait ce sentiment qu'ils étaient, voilà, que c'était des dieux. Il y avait cette vision un petit peu, euh, comment dire, de nos dominants. On avait une vision un peu grandiose parce qu'ils s'étaient montrés comme ça, hein. C'est tout. Ils se montraient grandioses, ils se montraient parfaits, voilà, de tout temps, ça a été comme ça. On devait les bader. Et maintenant, c'est fini. Là, on voit bien que on a dépassé cette chose-là. Alors, ça part un peu dans l'excès inverse, mais c'est une manière de dégrader progressivement cette image verticale pour amener à l'horizontalité. Un chef d'État, il n'est pas différent d'un mendiant dans la rue. Il est exactement pareil. Et qu'il puisse dire ceux qui sont rien sont tout. Voilà, ils sont tout, comme lui est tout. Il est tout. Il donne toute son existence. Le chef d'État qui a dit ça, il donne que son existence depuis qu'il est né. Il a peut-être, voilà ce qu'il a fait quand il avait 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce qu'il a, le bien et le mal qu'il a fait à cette période, et c'est exactement pareil qu'un mendiant, que quelqu'un qu'un trisomique, voilà, il est exactement dans la même c'est exactement la même chose. Et là, l'humanité est en train de prendre conscience de ça. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers l'horizontalité. Ils résistent, bien sûr, les dominances parce qu'en fait, c'est comme leur vide étant plus profond, ils se nourrissent de. Leur narcissisme, c'est une sorte de tonneau des Danaïdes. Il faut qu'on les nourrisse constamment de valorisation, etc. Et, euh, et, mais bon,
bon, voilà, ils sont en train de se soigner de ces excès-là. Hein. Alors, où en étions-nous? Il en résulte en second lieu une solidarité écologique universelle. Voilà vers quoi on va. Je vais lire un petit peu ça de façon un peu rapide. Euh, Notre pays, c'est notre planète. Donc, mais l'événement le plus marquant reste la conférence qui a rassemblé à La Haye 24 États et qui s'est achevée le 3 avril 1989 par une déclaration solennelle reproduite dans la presse des pays signataires. Notre pays, c'est la planète. Voilà ce qu'il disait. En exergue de ce texte, cette formule situait l'étendue de son ambition, restaurer et protéger la qualité de l'atmosphère. Pour y parvenir, il est urgent de, ouvrez les guillemets, créer une autorité nouvelle dotée de vrais pouvoirs de décision et d'exécution. Voilà où nous en étions en 1989, 91, voilà. Donc, quand il avait fini de publier son ouvrage, René Jean Dupuy. Et on voit bien que tout ce travail de ces créatifs d'universalité, en fait. Alors, ben, ça suit un peu le mouvement, évidemment. Il y a ceux qui se prennent pour des pragmatiques, les hyper-capitalistes. Ils regardent ça en disant, bon, ça, c'est un peu de la... C'est un peu de l'esbrouffe, c'est comme ça, bon, ils travaillent ce truc. Bon, écoute, ça fait de mal à personne, on les laisse faire, créer leur truc, des autorités nouvelles. Ok, allez-y, nous, on continue à extraire du pétrole, à vendre des bagnoles, à aller piller les ressources en Afrique ou ailleurs. On continue, mais cause toujours, tu m'intéresses. Mais en même temps, ça se construit. Voilà, derrière ces autorités nouvelles, dotées de vrais pouvoirs de décision, même si ça ne l'est pas encore, ça le devient, et d'exécution. Ils auront des moyens scientifiques, des moyens normatifs, des moyens financiers, de plus en plus. Voilà. Parviendra-t-on à briser à temps les mirages nés de la croyance que la maîtrise de l'homme sur la nature fait de lui non un imitateur, mais un rival du créateur? Voilà ce qui est le problème, c'est qu'on doit devenir le créateur en réalité. Alors on passe par une période de destruction hallucinante. C'est notre adolescence, on casse tout, on risque notre peau, on saute dans les ravins, on roule comme des malades. Voilà, on est en adolescence à la suite de ce capitalisme-là, de ces 300-400 ans de capitalisme. Donc on est dans cette effervescence folle, c'est un tout petit moment dans l'histoire de notre évolution. Mais on sortira de ça, de cette adolescence, pour rentrer dans l'âge mûr. On n'est pas loin de ça. Il y eut un navire riche de tous les outillages de la modernité, sûr de son invulnérabilité, la publicité proclamée. God himself could not sink this ship. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parti pour son voyage inaugural avec l'ambition de conquérir le ruban bleu en arrivant à New York, il prit la voie la plus courte, la plus périlleuse aussi. Dans la journée du 14 avril 1912, 7 messages radio l'avertirent. Il courait droit vers un champ de glace. Nul compte n'en fut tenu. Dans la nuit, la partie immergée d'un iceberg taillada sa coque sur plus de 100 mètres, rendant inefficaces les cloisons étanches censées rendre le navire invulnérable. Voilà, l'orgueil de l'homme doit être dépassé. Notre but n'est pas de nous... On est rien, on est une pichenette et on vole, quoi. Hein. On est dans quelque chose de... Justement, cette instabilité, elle est là pour nous montrer la sagesse.
d'être posé sur une planète dont nous ne connaissons rien, dont on ne sait pas, voilà, à la merci de quelque chose. Donc, on ne peut pas rivaliser avec le divin, c'est atteindre sa sagesse. Voilà, oui, bien sûr, rivaliser avec le divin, c'est pas rivaliser, mais même si on le prend sous la forme de rivaliser avec le divin, il faut atteindre sa sagesse. Et en fait, c'est incarner le divin. Incarner. Voilà, le divin, il a créé cette structure, l'univers, de façon. C'est pas incarné, il n'y a pas d'incarnation. Peut-être qu'il y a d'autres vies ailleurs ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était une sorte de désir de s'incarner, puisque il y a cette incarnation. Et puisque, grâce à l'extase, on peut incarner ce divin. Donc, c'est pas pour rien que cette chose qui s'est mise en route après le Big Bang, il y a 12-13 milliards d'années, a évolué progressivement jusqu'à ce que la vie apparaisse et jusqu'à l'extase. Pourquoi? Pourquoi ça se serait fait comme ça? Voilà. Donc, lorsque l'ordre d'abandon fut donné, on s'aperçut que la confiance dans sa sécurité l'avait doté d'un nombre de canaux insuffisant. Voilà, c'est typiquement de l'humanité, quoi. C'est vraiment l'esprit euh, orgueilleux, narcissique de l'humanité. Mais en même temps, c'est ce qui fait que nous construisons des ponts, des avions, voilà, cette témérité, elle est nécessaire pour évoluer. Mais ce n'est pas le but. Voilà. Le but, c'est pas de faire des voitures qui superbes, de faire des avions magnifiques, c'est pas ça. Le but, c'est de jouir de l'existence, que chaque être humain puisse jouir du bonheur, être dans le bonheur. À quoi servirait un monde extrêmement bien sophistiqué avec des Rolex, des trucs, des Porsche, voilà, tout ce système-là, des boîtes de nuit, de la bouffe à profusion, si c'est pour pas être heureux. L'intérêt, c'est le bonheur de chaque être humain. Et c'est ça que nous construisons. Voilà, dans quelques siècles, nous aurons atteint cet état de perfection. Et le matériel sera juste à notre service. Il ne sera pas débordant. On n'aura pas besoin d'avoir une voiture plus sophistiquée que le voisin pour l'épater. On aura des transports. La planète sera constellée sera tissée de moyens de transport totalement écologiques qui feront qu'on pourra circuler partout. Et voilà, il y aura des routes qui sillonneront toute la planète, où on ira à la rencontre les uns vers les autres. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme, donc il n'y aura plus de crainte. On ira, partout où on arrivera, on sera accueilli. Voilà, c'est clair qu'on va vers quelque chose comme ça. Les passagers refusaient de quitter un empereur des mers qui leur semblait plus sûr. L'illusion de la puissance l'emportait avant la panique finale. Alors, toute lumière allumée, comme pour lancer jusqu'au bout le défi d'une technologie invincible, le Titanic sombra. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et alors, cette finalité, c'est mon point de vue, hein, c'est comme ça que je l'interprète, cet état de perfection ultime que l'humanité devrait atteindre dans quelques siècles. Évidemment, il est impossible de savoir comment nos frères humains, nos descendants, s'organiseront, qu'est-ce qu'ils auront trouvé comme façon d'exister pour jubiler le plus leur bonheur, pour vivre ce bonheur, pour vivre la sérénité, la paix, etc. Peut-être c'est comme je suis en train de dire, mais pas plus qu'il y a 400 ans, les êtres humains pouvaient imaginer que nous vivrions
comme nous vivons avec Internet, la télévision, la lumière, les avions, les voitures, etc. Il y a 400 ans, personne n'aurait pu imaginer une chose comme ça. Voilà. Il y a 200 ans à peine, on commençait un peu quelques farfelus pouvaient imaginer. Mais bon, donc il est impossible de savoir ce qui va se vivre dans 400 ans. Comment auront décidé de vivre nos humains descendants. En tout cas, quoi qu'il arrive, tout ce travail qui est réalisé depuis 300 000 ans par l'évolution de l'humanité, c'est pas pour arriver à, à quelque chose de pitoyable, quoi. C'est vraiment pour quelque chose de grandiose. C'est la fusion avec le divin. Voilà, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, etc., de répandre ces idées si vous les sentez intéressantes. Merci.